Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre présence à cette conférence de presse sur un sujet. D'abord, on va dire quelques mots sur le conclave des retraites que nous avons quitté. Et puis ensuite, dans mon propos introductif, comme vous le verrez, nous sommes bien évidemment préoccupés d'un sujet. Je voulais saluer la présence de mes vice-présidents, Denis Rénal, qui est président de l'UNAPL, Laurent Munro, qui est président de la CNAMS, Dominique Arac, qui est président de la CGAD, et puis je dois excuser notre ami Jean-Christophe Repon, qui est en déplacement à l'étranger et qui ne pourra pas être avec nous ce matin. Alors peut-être qu'il va se connecter parce que il est un peu loin, je crois, et s'il peut se connecter, il se connectera pour passer ce moment avec nous. Alors, comme nous l'avions prévu en quittant le conclave des retraites, ce conclave est dans l'impasse, c'est ce que nous constatons. À minima, nous aurons à la sortie de ce conclave un constat d'accord de principe sur le besoin d'améliorer quelques points, mais malheureusement, il n'y aura aucun accord sur les points essentiels que sont les points permettant l'équilibre de nos régimes de retraite. Nous le savions depuis la remise de du rapport de la Cour des comptes, tant les points de vue étaient inapprochables. Pour l'UDP, l'équilibre de nos régimes de retraite, c'est un impératif qu'il faut atteindre au plus vite. Les déficits qui pèsent lourdement sur l'endettement du pays ne peuvent continuer. Nous ne pouvons plus laisser aux générations qui viennent le poids de notre dette. Ce serait égoïste et injuste que de le faire. La retraite, c'est près de 15% du PIB, et si rien n'est fait, un déséquilibre de plus de 6 milliards cette année, de 14 à 15 milliards en 2035, et 25 à 32 milliards en 2045. Même avec les effets de la réforme de Borne, dite de Borne, et son âge de départ à 64 ans, nos régimes sont et resteront toujours en déséquilibre. Le poids des cotisations, tant pour les salariés que pour les entreprises, a atteint un niveau insupportable, 28% du salaire brut, alors que les retraités d'aujourd'hui cotisaient il y a 40 ans 15%. On a quasiment doublé le niveau des cotisations. C'est donc pour nous inacceptable de demander plus de cotisations. C'est la position de l'UDP sur ce point. Nous devrons aller progressivement plus loin des 64 ans, 65, 66, et peut-être, comme le font beaucoup de pays européens qui connaissent les mêmes difficultés que les nôtres de démographie, peut-être 67 ans, c'est-à-dire pour la très grande majorité de nos concitoyens, si nous ne trouvons pas progressivement aussi les ressources de marge de manœuvre pour financer des dispositifs de compensation. Alors, bien évidemment, nous sommes, nous aussi, attachés à trouver les moyens d'équilibrer les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est une évidence. Nous sommes aussi attachés à prendre en compte l'usure professionnelle, la pénibilité, la retraite progressive. Mais tous ces dispositifs sont coûteux. Ils permettront à ceux dont la vie professionnelle les a usés plus que les autres, dont l'espérance de vie est plus courte que les autres, et dont la perception de leur retraite sera plus courte que les autres. Et donc, pour tout cela, nous devrons trouver le financement, mais il coûtera pour les faire partir progressivement avant l'âge légal qui sera trouvé. Pour un certain nombre de ceux qui ont les métiers les plus difficiles, qui usent les corps, ce sera inévitablement à partir de 60 ans. Mais tout cela ne pourra pas être fait au profit des plus fragiles et de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au-delà. Ça ne pourra pas se faire si la plus grande majorité ne travaille pas plus longtemps. Pour 30 ans encore, nous devons être plus nombreux à travailler en entrant plus vite dans le monde du travail et en y restant en moyenne un peu plus longtemps. Il faut le dire, tout cela clairement aux Français, c'est ce que nous vous avons dit lorsque nous avons quitté le conclave. Il faut que nous soyons tous responsables et on ne peut plus raconter des balivernes et de laisser à nos concitoyens de faux espoirs.
Nous devrons aussi introduire progressivement à iso-cotisation, vous l'avez bien compris, pour nous, augmenter les cotisations, le prélèvement sur le travail est quelque chose d'inacceptable. Nous devrons donc à iso-cotisation d'aujourd'hui insérer une dose de capitalisation dans notre régime de retraite par répartition, et cela pas par idéologie, parce que la capitalisation, ça serait mieux que la répartition, mais surtout par pragmatisme, car cela aidera à amortir plutôt que sortir, pardon, le déséquilibre démographique auquel pendant 30 ans, à minima, quand je vois aujourd'hui les taux de natalité qui s'affaissent encore, ça veut bien dire que pendant 30 ans, le déséquilibre démographique dans notre pays va se poursuivre, et une dose de capitalisation, un pourcentage de capitalisation, est-ce que la bonne cible c'est 25, c'est 30, en tout cas, nous ne sommes pas favorables à l'abandon de notre régime de répartition. Je pense qu'il est un ciment de solidarité républicaine, mais une dose de capitalisation. Alors, est-ce que ça sera 75-25, 80-20, c'est un peu juste, me semble-t-il, peut-être 70-30, l'atteindre progressivement, parce que sinon il y aurait bien évidemment une chute du dispositif au détriment de la répartition, mais il faudra que, à dose de 4 ou 5% par an, on constitue pour les Français sur la base de leur cotisation, pour que, à un terme de 10 ans ou 5 ans ou 6 ans, tout cela c'est de la mathématique à mettre en œuvre, on puisse essayer d'avoir un système de capitalisation qui équilibre un peu plus à terme notre déséquilibre démographique. Enfin, l'UDP est favorable, évidemment, sur les questions qui pouvaient être posées par le Premier ministre dans sa lettre pour ouvrir ce conclave. Nous sommes favorables à un élargissement de la gestion de notre régime général par les partenaires sociaux, évidemment, mais à condition que tous, collectivement, nous devenions plus raisonnables dans cette gestion qui ne peut pas, qui ne doit pas s'éloigner de l'équilibre. 2 mois après le début du conclave, les organisations qui y restent font le constat de l'impossibilité de trouver la voie d'un accord efficient et décident de s'affranchir de la demande du Premier ministre pour se donner une autre mission. C'est un peu curieux tout de même, permettez-moi de le souligner, comment réfléchir à 5, puis à 4, peut-être demain à 3 ou à 2, à un nouveau financement de la protection sociale. Un sujet majeur qui concerne évidemment les 8 organisations professionnelles et syndicales représentatives. Et pendant le temps où, comme l'a dit mon ami la secrétaire générale de la CFDT, où les seuls adultes qui seraient encore dans la classe ne quittent pas le conclave, je la rassure, l'UDP a quitté le conclave, a quitté la classe, peut-être parce que les cours devenaient pas intéressants, mais nous n'avons pas pour autant fait l'école buissonnière. Nous travaillons, nous réfléchissons à des solutions aux difficultés sociales et économiques que traverse notre pays. Nous y réfléchissons par le prisme, un prisme important pour notre organisation qui est constituée d'artisans, de commerçants, de professions libérales, de gens qui vivent de leur travail. Nous y réfléchissons par le prisme de la valeur travail, une valeur cardinale pour nous tous. C'est vrai que les Français, collectivement, ne travaillent pas assez. Pas ceux qui travaillent, parce que ceux qui travaillent, à quelque chose près, ont autant d'activités que les autres salariés des autres pays. Mais nous entrons beaucoup plus tard dans la vie professionnelle et nous en sortons plus tôt que les autres. Et donc, notre vision, c'est de faire travailler davantage, plus de personnes pour notre pays. Nous entrons plus tard, je l'ai dit, dans le monde du travail, et nous en sortons plus tôt que nos voisins européens. C'est pour cela que nous sommes attachés à l'apprentissage pour entrer plus vite et donc plus tôt dans le monde du travail, et que nous proposons de reculer l'âge de départ en retraite. Cela donnera évidemment beaucoup plus de cotisants et ça permettra d'améliorer la situation. Alors faire travailler plus tôt et plus longtemps nos concitoyens, c'est évidemment aussi
se préoccuper de la qualité de vie au travail, des questions de reconversion professionnelle sur lesquelles nous avons, nous, à l'UDP, déjà travaillé, passé un accord avec les organisations de salariés, et nous allons reprendre ces travaux à la demande de la ministre du Travail très prochainement sur les sujets de reconversion professionnelle. C'est se préoccuper aussi de la santé au travail, c'est se préoccuper de l'organisation du travail pour que nos salariés puissent mieux, pas seulement nos salariés, nos repreneurs, les jeunes qui reprendront nos affaires demain, que nous nous préoccupions de cette organisation du travail pour que la vie professionnelle et la vie personnelle soient mieux harmonisées. Et puis également que tous ces sujets soient pris dans le cadre du dialogue social interprofessionnel, mais aussi dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Mais il y a une question fondamentale, c'est de mieux payer le travail. C'est de redonner envie de travailler parce que ça paye, envie de rester parce que ça paye. Le travail, tant celui des travailleurs salariés, des secteurs privés que publics, et des travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professionnels libéraux, ne paie pas assez. Nous avons souvent évoqué le poids des charges sociales qui pèsent sur la rémunération et qui éloignent inexorablement le salaire brut du salaire net perçu par les salariés, ou ce qu'il reste pour les travailleurs indépendants quand on a tout payé. Depuis des mois, nous réfléchissons aux orientations à mettre en œuvre pour que le travail soit mieux rémunéré, et ce, dans un cadre économique contraint des entreprises. Après plusieurs crises sanitaires, vous le savez, du coût de l'énergie, du coût des matières premières, de l'inflation, des conséquences douanières récentes, nos entreprises sont dans une situation de fragilité, comme en témoigne d'ailleurs en 2024 et la poursuite en 2025 des défaillances d'entreprises. Donc, je le rappelle, 66 000, plus de 80% de ces entreprises sont des petites entreprises de plus de 9 salariés. Tout ça pour dire que imaginer des revalorisations de salaire qui seraient prises sur l'exploitation de la majorité de nos entreprises est une perspective qui ne pourra pas aboutir dans toutes les entreprises. Et pourtant, il faut bien que l'on trouve les moyens de mieux rémunérer, de mieux payer nos salariés. Nous vous avons invité ce matin pour vous faire part, outre de notre position sur ce conclave des retraites et de notre position sur ces questions, même si nous avons quitté le conclave, mais nous vous avons invité aussi et surtout pour vous faire part de notre réflexion et de nos propositions pour que le travail paye mieux. Bon, notre réflexion et nos travaux se sont largement appuyés sur les travaux d'Antoine Fouché, qui nous fait l'amitié d'être près de nous ce matin. Je le remercie beaucoup pour son aide et les innombrables échanges que nous avons eus sur des sujets compliqués et sur sa maîtrise de ces sujets. Et je vais, si vous en êtes d'accord, vous présenter nos propositions pour refonder la société française sur le travail. Alors, d'abord, un petit diagnostic que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous sur des faits qui sont incontestables. Pour la première fois depuis 1945, on n'améliore plus sa vie en travaillant, que l'on soit salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant. Il y a dans les titres et les journaux que vous représentez régulièrement des articles qui montrent et démontrent tout cela. L'UDP prend aujourd'hui une initiative majeure, c'est proposer à la représentation nationale, parce que nous ne pouvons pas nous immiscer ou remplacer les responsabilités qui sont celles des parlementaires et du gouvernement, mais devant les Français, nous proposons un Big Bang populaire en faveur de la rémunération de tous les travailleurs. Et quand je dis les travailleurs, alors je sais qu'il y a des mots comme ça qui peuvent être un peu connotés. Hier, j'étais en débat dans une de vos antennes et Madame Castel m'a appelé camarade, donc et pourtant je n'ai pas de militantisme là-bas, mais le sens travailleur pour nous, ce sont tous les gens qui vivent de leur travail, qui se lèvent tous les matins. Je pense à l'infirmière qui en ce moment
fait des toilettes, je pense à l'avocat qui va plaider, je pense au boulanger qui, lui, s'est levé depuis le matin, il va pas se coucher encore, mais il a encore du boulot. Je pense à tous ceux qui bossent de leurs mains, de leur tête, de leurs compétences, de leurs conseils, mais qui tous les jours vivent de leur travail. Dans une société basée sur le travail, on peut s'attendre à vérifier normalement 3 vérités. Le travail, quand on travaille, ça permet de changer notre niveau de vie. La majorité, la deuxième assertion, c'est que la majorité de ce que les gens possèdent provient de leur travail. Et ceux qui travaillent vivent mieux que ceux qui ne travaillent pas. Plus aucune de ces vérités ne se vérifie aujourd'hui dans notre pays. Travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Vous avez la présentation d'une courbe sur l'évolution du pouvoir d'achat par décennie, en moyenne annuelle, et on voit bien depuis les années 50 combien, 60, la courbe a commencé à s'inverser pour arriver depuis 2020 à une amélioration du pouvoir d'achat de 0,8% chaque année. Depuis une quinzaine d'années en moyenne, le pouvoir d'achat n'augmente plus que de 0,8% par an, contre 2% à la fin du siècle dernier et 5% pendant les 30 Glorieuses. Évidemment, tout cela change les choses et implique que pour la majorité des gens, travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Notre constante aussi que l'on voit, c'est que l'héritage supplante le travail, le patrimoine de nos concitoyens. Dans les années 70, pour 65%, il était le produit de leur travail et 35% provenaient de l'héritage. Au fil des années, les choses se sont presque complètement inversées, puisque le patrimoine gagné par son travail n'est plus qu'à 40%, c'est sourcé, tout ce que je vous dis, vous le verrez dans le dossier de presse. Ça vous ramène aux sources sur lesquelles ces éléments et ces chiffres sont donnés. Et donc, on a une inversion où le travail, progressivement, ne permet plus d'acquérir du patrimoine, puisqu'il y a une concentration par l'héritage du patrimoine des Français. Le hasard de la naissance, pardon de l'exprimer ainsi, mais malheureusement, c'est un constat, est repassé devant l'effort et le mérite individuel qui, dans les années 70, c'était encore différent. Les retraités, ensuite, vivent en moyenne mieux que les actifs. Alors, il faut se méfier évidemment des moyennes, mais quand on regarde des mesures qui ont une portée macroéconomique, évidemment, il faut regarder la macroéconomie des situations. En 2019, en tenant compte de l'avantage, ce qui est le fait d'être propriétaire, ce n'est pas bien évidemment un reproche, le niveau de vie médian des retraités était supérieur de 9,5% à celui de l'ensemble de la population. Là aussi, la source, c'est l'adresse qui a publié ces éléments. Alors, la part du salaire, et puis ensuite, après, bien évidemment, le financement de la protection sociale, la part du salaire perçu sur son compte en banque est de plus en plus faible. On l'a dit tout à l'heure, en 40 ans, nous sommes passés de 15% de cotisation retraite à 28, et certains parlent d'augmenter encore. Nous sommes passés sur 100 € perçus, 69 sont conservés en 1970, 60 en 1990, 54 aujourd'hui, et demain, la courbe de descente va continuer si on n'y met pas un arrêt et un frein, ce qui fait que progressivement, eh bien, les salaires augmentent 3 fois moins vite qu'il y a 20 ou 40 ans, mais en plus, la part que les travailleurs gardent pour eux est de plus en plus faible, eu égard à un financement de la protection sociale de plus en plus exigeant, et on le comprend aussi. La croissance des taxes et impôts sur les dépenses, serre les dépenses sociales, et vous voyez sur ce graphique, c'est la partie bleu foncé qui prend la santé et la vieillesse. Les deux derniers chiffres, nous sommes passés de 5,38% du PIB pour nos dépenses de santé à 9,1% du PIB sur les derniers chiffres de 2022 que nous avons ici. Là aussi, c'est sourcé, vous le verrez
dans le dossier de presse. Et pour les dépenses de retraite, nous sommes passés de 7,6 à 14,24, ce qui représente évidemment du PIB, ce qui représente une augmentation considérable. Et c'est ce qui explique aussi que nous avons une conservation beaucoup plus faible du net sur les salaires. La hausse des dépenses publiques et alourdissement des prélèvements obligatoires sont allés de pair avec une dégradation des services publics, malheureusement. Pourquoi? En partie parce que les impôts, les taxes supplémentaires ne sont pas allés aux services publics, mais entièrement aux dépenses sociales de notre pays. Alors quand on a dit ça, il reste encore une slide à voir, qui est celle de l'héritage. On en a parlé tout à l'heure pour la concentration du patrimoine. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. C'est un constat objectif parce qu'au fond, on est tous héritiers de pas grand-chose ou d'un peu plus, et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire un constat macroéconomique et socio-économique sur la situation que l'on a dans notre pays, parce que ces constats, bien évidemment, vont insuffler un certain nombre de pistes qu'il appartiendra aux politiques d'arbitrer. L'héritage, retraite, dividendes sont moins taxés que le travail. On voit bien dans ce schéma que lorsqu'on reçoit 100 € d'héritage, alors tout ça c'est de la macro, mais avec tous les dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui, le taux de conservation sur 100 € est de 94 €. Pour la retraite, c'est 86 €. Pour les dividendes, c'est 70 € avec une flat tax à 30. Et pour le travail, c'est 54 et 46. On voit bien que sans brutaliser personne, il y a un certain nombre de pistes qui devraient permettre de rééquilibrer les arbitrages et les compromis à faire. En moyenne, nous taxons le travail à 46%, le capital à 30%, les pensions de retraite à 14% et l'héritage à 6%. Il est possible de rééquilibrer les différents niveaux de taxation de façon à baisser les prélèvements sur le travail et permettre aux travailleurs, tous les travailleurs du secteur public, du secteur privé et les travailleurs indépendants, de garder une plus grande part de la rémunération qu'ils gagnent. Alors, venons-en aux propositions que nous faisons. Nous avons cherché à ce que nos propositions aient un impact fort sur l'ensemble des gens qui vivent de leur travail, et pour cela, nous avons envisagé comme nécessaire et efficient de rendre aux 28 millions de travailleurs du secteur privé, du secteur public et des travailleurs indépendants plus de 100 milliards d'euros de rémunération par an, ce qui est un gros chiffre et évidemment qui va nécessiter, je vois sur vos lèvres et dans vos yeux tout de suite, comment vous allez compenser ça. Eh bien, nous n'allons pas, nous, vous donner des réponses précises et arrêtées, mais nous allons vous donner des pistes dont l'ensemble de l'usage de ces pistes pourrait permettre de récupérer ces 100 milliards. Alors, bien évidemment, si on privilégie une piste ou une autre, tout ça, c'est un peu comme un réglage de musique, j'allais dire, un équaliseur qui dit, ben oui, on va arbitrer entre l'une ou l'autre piste. Et en tout cas, nous considérons que les pistes, il nous appartient, nous, de les proposer, mais pas de les arrêter. C'est au pouvoir politique de décider quelle est la piste. Et d'ailleurs, nous allons vous proposer et évoquer 4, mais il y en a peut-être d'autres, et elles pourront être apportées au débat. Notre position ce matin, notre conférence n'a pas pour but de vous donner un pensum ficelé, arrêté, un projet de loi prêt à voter au Parlement. Simplement, notre travail d'une organisation professionnelle, c'est de contribuer au débat avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une valeur cardinale qui est celle de revaloriser le travail parce que ça nous paraît indispensable. Alors, il y a la voie de diminuer les cotisations sociales. C'est un sujet qui, outre le fait d'être tabou pour un certain nombre d'organisations de salariés, on peut le comprendre. Nous avons choisi d'utiliser
la CSG, CRDS sur les revenus d'activité. Ces 100 milliards, nous allons les chercher dans la suppression de la CSG, CRDS sur tous les revenus d'activité. Que vous soyez salarié, que vous soyez salarié du public, salarié du secteur marchand, que vous soyez travailleur indépendant, ces 100 milliards vont être trouvés par la suppression de la CSG. La CSG, CRDS, je vous le rappelle, c'est 9,70% de votre salaire. C'est ce que vous avez en bas et qui amoindrit bien évidemment le brut de votre bulletin de salaire. On a toujours dit qu'il fallait rapprocher le salaire brut du salaire net en diminuant les charges ou les cotisations. C'est pas que de la sémantique, m'ont expliqué nos camarades salariés, en disant que les cotisations, c'était pas, on ne pouvait pas jouer avec les cotisations, je l'entends, mais la CSG, CRDS, c'est pas une cotisation, c'est un impôt, c'est 10%, près de 10%, et c'est 10% de gains immédiats pour l'ensemble des salariés. Alors bien sûr, il ne faut pas brutaliser les choses, il faut que nos systèmes puissent l'amortir, et c'est pour ça que nous proposons que ces 100 milliards soit fait sur une période de 5 ans, en réduisant ces 10%, en gros, de 2 points par an pendant 5 ans. Alors, quand nous avons dit ça, qu'est-ce que ça donne comme impact, en fait? Et ce que je voudrais vous présenter, on a essayé de simuler plusieurs cas. Alors, on a pris le cas d'une coiffeuse indépendante qui a son salon, c'est donc une travailleuse indépendante. Les revenus qui sont donnés là ne sont pas pris au hasard, ce sont les revenus moyens qui sont publiés aussi bien par l'URSSAF que par l'INSEE, et voire même l'ensemble des branches professionnelles qui nous les ont confirmés. Alors c'est des moyennes, mais en moyenne, les coiffeurs ou les coiffeuses dans notre pays, leur revenu net en 2025, il est de 2939. Eh bien, vous avez ici ce revenu moyen serait augmenté d'un peu plus de 420 euros. Et quand vous gagnez 2000 euros par mois, bien 400 euros, c'est pas négligeable, c'est pas rien, et c'est un impact extrêmement efficace pour un maçon salarié qui est à 2780 euros net. Le salaire net passerait à 3381. Vous pouvez retrouver tout ça dans le détail sur le dossier de presse qui vous a été remis. Un serveur qui serait rémunéré au SMIC, avec les difficultés que l'on a dans la restauration aujourd'hui pour aller plus loin, aurait pareil une augmentation de son salaire net. Et une infirmière libérale, par exemple, qui a un revenu moyen de 3375, verrait son revenu progresser de 4104, sachant qu'une infirmière libérale, pour atteindre son revenu de 3375 euros, c'est pas 35 heures par semaine. Elle se lève le matin à 5h30, elle finit le soir avec son dernier patient à 19h30. Donc tout ça pour dire que même dans des salaires qui paraissent un peu plus hauts que les autres, l'augmentation qui apparaîtrait, elle est pas vouée. Et puis comment, bien sûr, mieux rémunérer le travail en gardant un haut niveau de protection sociale, parce que la réflexion qui vient tout de suite me dire, mais ces 100 milliards qui sont fléchés pour le financement de la protection sociale, ils vont manquer. Comment et quelles pistes vous utilisez pour les financer? Eh bien, il y a 4 pistes. Elles sont induites par les constats que nous avons faits précédemment. La première, c'est un arbitrage, évidemment, entre le travail et la rente. Oui, dans cette maison, nous considérons que le travail doit être mieux rémunéré que la rente, tout en considérant aussi que tous ceux qui vivent d'une rente ont investi, ont fait des choix, et qu'il n'est pas anormal que ces choix leur rapportent une rémunération. Mais il ne paraît pas normal qu'il y ait autant d'écart entre le financement de la protection sociale que porte le travail par rapport au financement de la protection sociale que porterait la rémunération d'une rente. Oui, c'est vrai, nous pensons qu'il faut arbitrer en partie sur la rente. Vous verrez dans le document que nous vous avons donné un certain nombre d'arguments.
peut-être peuvent-ils être, selon quelques points de vue, discutables, mais en tout cas, nous, l'arbitrage travail-rente est un arbitrage que nous prenons au bénéfice du travail. Et puis, il y a aussi la retraite, on l'a vu, le niveau de vie des retraités, en partie dû à leur propriété de leur appartement, à 10% de plus que les actifs. Là aussi, il faut maltraiter personne, il faut y aller doucement. Nous pensons malgré tout que c'est vrai que les retraités ont cotisé et que donc ils ont droit à une retraite, mais ils doivent aussi prendre en compte qu'ils n'ont pas fait assez d'enfants pour que la charge collective puisse être partagée, et que s'ils sont devenus propriétaires, c'est peut-être parce qu'ils avaient moins d'enfants à charge, ce qui a donné de la disponibilité. Enfin, tout ça doit être dit dans un climat apaisé, sans être insolent ni blessant envers personne, mais ce sont tout de même des constats que l'on doit faire. Et puis, on doit pouvoir aussi comprendre que quand on a cotisé 15% de son salaire, et que la situation de démographie et de besoins que l'on a vous amène vos enfants à cotiser à hauteur de 28% de votre salaire, évidemment, et 28, et certaines organisations de salariés proposent d'aller même à 30, aujourd'hui, voire 31 ou 32, le retraité peut bien comprendre qu'en ayant cotisé à 15, il ne peut pas demander à ceux qui viennent ensuite et qui sont moins nombreux. Et je pense que quand on discute, comment dirais-je, en tête-à-tête avec les retraités les plus actifs collectivement contre toute modification de leur situation, les gens le comprennent. Il y a un sujet, par contre, qui pose une question, c'est de dire, oui, on n'attend pas d'abord l'État pour aider nos enfants et nos petits-enfants qui subissent cette situation, on le fait individuellement. Alors ça se fait ou ça se fait pas, ça se fait parfois on peut et les gens le font pas, ou parfois ils peuvent pas le faire. Mais en tout cas, nous, ce que nous disons et ce que nous voyons, c'est la défiance aujourd'hui des retraités dans notre système, en disant on n'a pas confiance dans la redistribution de l'État, on ne sait pas où notre argent va aller. Au fond, qu'on me prenne 400, 500, 1000 euros de plus dans l'année, oui, mais que ça soit vraiment bien fléché là où ça doit aller, c'est ça, me semble-t-il, la position des retraités, et en tout cas, nous, c'est pour ça que par la CSG, on sait où l'argent qu'on leur demanderait un petit peu plus serait fléché, il serait fléché directement sur la rémunération de ceux qui travaillent. Donc oui, on assume d'avoir un arbitrage plus favorable au travail que à la retraite, là aussi de manière extrêmement mesurée. Et puis, il y a le sujet de l'héritage, on l'a vu, où les choses se concentrent de plus en plus. Alors, le niveau moyen de prélèvement et de taxation, bon, il le fait. Il y a un excellent article ce matin dans un quotidien du soir, un peu long à lire, il y a 6 ou 7 pages là-dessus, mais là aussi, c'est du constat, c'est extrêmement bien sourcé. Oui, l'arbitrage entre travail et héritage sans renverser la table, sans renverser la maison, mais mettre 1,5 point, voire 2 dans la taxation du patrimoine ne nous paraît pas de nature à déséquilibrer complètement l'ordre des choses. Alors voilà ce que nous proposons. Alors bien évidemment, la rente, ça passe par une hausse de la PFU, du prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30% aujourd'hui. Alors quelle est la bonne augmentation? C'est 6, c'est 8, c'est 7, c'est 10. Il y a toute une gamme de crescendo d'augmentation. Il y a une imposition minimale des revenus fonciers. Nous, il ne nous paraît pas logique que par l'ensemble des dispositifs d'exonération ou de déduction, on puisse ne pas payer du tout d'impôt sur un revenu foncier. Alors, il ne s'agit pas de tous les prendre parce que ça aurait des conséquences sur la construction, sur l'acquisition, sur l'investissement. Il faut faire ça aussi avec des doses très mesurées. Mais au nom de l'arbitrage que nous avons fait entre rente et travail, il nous paraît légitime que les revenus fonciers puissent contribuer un peu à la revalorisation du travail. Et puis, l'héritage aussi, je viens de le dire, avec peut-être une piste qui est celle d'une imposition minimale à partir de 500 000 euros par bénéficiaire. Alors, ça donnera peut-être un peu moins
de latitude aux métiers que je respecte complètement, qui sont les conseils en gestion de patrimoine, etc. Ça sera peut-être un peu moins intéressant, mais ça restera quand même complètement intéressant, parce que même si avec ce système-là, nous arriverions à avoir une augmentation moyenne, alors il faut se méfier, j'entends bien des moyennes, mais de 1,5% du taux de 6% moyen qui est aujourd'hui pratiqué dans l'héritage. La retraite, ça peut passer par la suppression de l'abattement fiscal de 10%, par un gel temporaire à partir d'un certain niveau de revenu. Je crois que toutes les retraites au-dessous de 2300 €, faut pas y toucher. Faut faire en sorte qu'elles ne soient pas impactées par cela. Mais toutes les retraites qui sont au-dessus de 10% de 2300 € doivent pouvoir, elles aussi, donner un coup de main pour que le travail paye davantage. Et puis ensuite, après, il y a bien évidemment, tout le monde en parle, mon collègue président du MEDEF annonce quelques points de TVA, le président de la CPME annonce aussi quelques points de TVA, le gouvernement, bien évidemment, parce que c'est touchy, mais c'est aussi touchy de parler des retraités, c'est aussi touchy, on peut parler de rien aussi, mais la situation ne va pas s'arranger si on ne parle de rien. Oui, il y a probablement à se poser la question, et cette question, elle devient de plus en plus cruciale quand on voit aujourd'hui la déferlante de produits chinois qui tombent sur notre pays, 800 millions de colis, m'a-t-on dit, un peu plus d'1 milliard attendu en 2025, qui ne participent aucunement au financement de notre pays ni au financement de notre protection sociale. La TVA a toujours cet avantage de faire peser ailleurs. Alors bien évidemment, il y a des taux réduits de TVA qui constituent des besoins essentiels, soit de transition écologique, soit d'économie circulaire. Je pense aux coiffeuses, je pense aux cordonniers. Il y a des taux réduits dans l'alimentation. Évidemment, il ne faut pas toucher à cela parce que c'est le pouvoir d'achat des ménages qui serait affecté, mais sur tout le reste. Et puis, pardon aussi de le dire, quand on achète une Ferrari, est-ce que quelques points de TVA en plus, c'est quelque chose qui vous empêche d'acheter votre Ferrari ou votre bateau ou votre montre Rolex, pour ne pas citer de marque? Je pense qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre et de possibilités. D'ailleurs, tout le monde s'accorde là-dessus aujourd'hui. L'essentiel, c'est de le faire avec le souci de préserver les plus fragiles de nos concitoyens et les secteurs de notre économie aussi qui pourraient être en difficulté par cette augmentation des TVA. Mais là aussi, je pense que la consommation, puisque c'est un impôt sur la consommation, en bien ciblant cette consommation, on doit pouvoir arbitrer favorablement entre le travail et quelques points de TVA supplémentaires ciblés. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'en jouant sur tous les curseurs, en jouant intelligemment sur tous les curseurs, on peut trouver les 100 milliards d'euros. C'est une question de choix politique. Une organisation comme la nôtre, elle doit avoir comme conviction, comme ancré dans notre vision, c'est de revaloriser le travail, c'est de faire en sorte que ce point cardinal pour une organisation qui représente des actifs, l'UDP, c'est une organisation qui représente des entreprises. Ces entreprises, elles ont des salariés, elles ont une proximité extrêmement forte avec leurs salariés. Et évidemment, se préoccuper de la pérennité à la fois de nos entreprises, en confortant les résultats du chef d'entreprise, se préoccuper aussi des difficultés de recrutement que nous avons, parce que il y a parfois des déficits de formation, mais il faut bien le dire aussi, des déficits de rémunération, parce que ça fait partie des difficultés qu'une entreprise a pour recruter du personnel, de pouvoir les rémunérer plus haut que ce qu'on le fait aujourd'hui. Et c'est de notre responsabilité de poser ces problèmes et d'évoquer ces exigences et ces besoins pour les solutions. Nous en proposons 4. Est-ce qu'une 5e colonne pourrait s'ouvrir? Je pense que les réactions que nous aurons ici ou là ne manqueront pas de le dire. En fonction de la catégorie dans laquelle les gens se projetteront, ils diront « mais je ne suis pas d'accord », c'est évident. Mais en tout cas, nous souhaitions ouvrir ce débat. Il est urgent de l'ouvrir. Je ne pense pas qu'il sera réglé demain matin.
On pense que le débat ne peut pas être éludé. On ne peut pas continuer avec des prélèvements sociaux sur le travail aussi importants que ceux que l'on a. Nous apportons cette contribution au débat en disant oui, c'est possible. Voilà, en jouant là-dessus, peut-être qu'il y a d'autres solutions, d'autres pistes. On sera prêt à participer à ce débat qui probablement... alors je suis pas sûr que le président de la République, non, c'est jeudi soir, je crois, jeudi soir, quand il va s'exprimer, il va nous demander de trancher sur un sujet pareil. Mais peut-être qu'un certain nombre de valeurs auxquelles on tient, nous, la rémunération du travail, feront partie des perspectives qui seront annoncées. En tout cas, on est prêt au débat et l'UDP, sur ces grands enjeux de société, souhaitait ne pas être ni muet ni absent. Merci pour votre attention. J'ai été beaucoup trop long.